Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Donc oui, je vais essayer de vous répondre à cette question qui était ma question d'examen de DES à l'oral. Donc j'étais ravie, moi, interne, d'avoir à répondre comme ça au débeauté à cette question. Donc là, j'ai eu un petit peu plus de temps pour préparer ma réponse. Alors effectivement, on peut se poser la question parce qu'il y a une énorme évolution de la prise en charge des lésions anopérinéales de Crohn ces dernières années. J'en veux pour preuve cette revue systématique de la littérature qui est parue l'année dernière dans Gut, qui colligeait un petit peu tout ce qui pouvait se faire, donc de moderne et d'un peu moins invasif, de conservateur dans les labs de Crohn. Alors d'abord, effectivement, les anti-TNF, vous le savez mieux que moi, puisque moi je suis chirurgien et que vous êtes gastro-entérologue, mais ça marche très très bien dans les labs. On a même des fermetures spontanées de fistules dans un tiers à la moitié des cas dans les 2 essais randomisés qui étaient parus il y a maintenant une quinzaine d'années. Et puis c'est pas qu'avec l'infliximab, parce que vous avez vu qu'avec l'adalimumab aussi ça fonctionne. Et donc dans cette revue systématique, les auteurs préconisaient une prise en charge progressive, avec d'abord l'institution d'un traitement par anti-TNF, des surveillances et des examens proctologiques ou endoscopiques répétés, et puis toute une batterie de traitements divers qui ne feront pas l'objet de cette présentation, mais de lambeaux d'avancement, de techniques de résection, de résection du trajet fistuleux dans le plan intersphinctérien, de plugs, d'agents de colle ou encore de thérapie cellulaire, qui est une voie majeure, je pense, dans les années à venir, avec des essais randomisés qui ont des résultats quand même un petit peu disparates, mais prometteurs. Mais malgré tout, ces auteurs qui sont quand même très proactifs dans la prise en charge moderne, ils disent que l'astomie, elle peut quand même, elle va être indispensable chez certains patients parce que ça peut améliorer les symptômes, et puis que malheureusement, l'astomie définitive associée à une protectomie, elle est quand même, elle va être nécessaire dans la littérature 8 à 40% des patients. Alors bien sûr, ces patients-là, c'est pas la fistule simple. Si on se réfère à la définition de la Société américaine d'endoscopie, de gastroentérologie, c'est des fistules dites complexes avec soit plusieurs trajets, des trajets suprasphinctériens, des fistules rectovaginales associées, des sténoses anales. Donc effectivement, c'est certain qu'aujourd'hui, avec toute la batterie de traitements qu'on a à la fois sur le plan médicamenteux et sur le plan instrumental, l'astomie n'a pas sa place dans les fistules simples de Crohn. Voilà. Les labs simples de Crohn, effectivement, aujourd'hui, a priori, si le patient a une stomie, c'est qu'il a une prise en charge un petit peu vintage. Par contre, dans les fistules, les labs complexes, là, effectivement, malheureusement, on va avoir recours à cette stomie, et la question est de savoir si c'est une stomie provisoire ou une stomie définitive. Donc, on va voir un petit peu les résultats de ces stomies, et puis, quelle stomie il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre une colostomie? Est-ce qu'il faut mettre une iléostomie? Et puis, est-ce qu'il y a des alternatives chirurgicales à ces stomies? Alors, il y a une enquête de pratique qui a été publiée en 2015 américaine, large étude épidémiologique, plus de 350 000 malades. Et dans cette étude, la lésion anopérinéale, c'était le facteur de risque principal de stomie dans la maladie de Crohn, avec un odds ratio à quasiment 3, donc 3 fois plus de risque que la population de Crohn globale opérée, juste devant la dénutrition. Plus près de nous, de l'autre côté de l'Atlantique, les Anglais et les Irlandais, ils ont établi, à partir d'une enquête de pratique également, un consensus en disant que l'astomie, dans les LAP, elle améliorait peut-être la qualité de vie des malades atteints de LAP sévères, que ça permettait de gérer les sepsis qui n'étaient pas contrôlés autrement, que ça permettait de contrôler les symptômes et que si vous aviez une rectite associée qui était résistante au traitement, malheureusement, c'était la seule option disponible. Alors, sur la qualité de vie, effectivement, on a des datas là-dessus. On sait que les patients qui ont une stomie, qui présentent une lésion anopérinéale, ils ont une qualité de vie digestive qui est meilleure. La qualité de vie globale, si on regarde des scores de qualité de vie globale type SF36, ça ne change pas avec les patients sans stomie, mais la qualité de vie digestive, elle est améliorée. Ça a été montré dans une étude rétrospective sur plus de 100 malades.
Alors la question, c'est quand vous faites une stomie, vous savez quand vous la mettez, mais vous ne savez pas quand vous l'enlevez. Et ça, c'est un message important, il faut bien expliquer ça quand même à vos patients, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont avoir une stomie. C'est normal, hein, vous n'avez pas envie, quand on vous annonce que vous allez avoir une stomie, déjà, c'est pas non plus le meilleur jour de votre vie, mais en plus, vous imaginez que vous allez la garder quelques semaines. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, il y a une revue systématique qui était parue en 2015, qui avait étudié justement qui avait poulé l'ensemble des études de cohorte sur la question. Plus de 500 malades. Alors, la stomie, ça marche très bien. Une réponse clinique précoce dans plus de 2/3 des cas. Mais par contre, seulement 17% de rétablissement de continuité. Donc, 17%, ça veut dire que vous laissez 80% des malades en stomie, que vous le laissiez comme ça sans réséquer l'intestin ou que vous fassiez une prothectomie derrière. Et ça concernait 40% des patients. Alors dans cette revue systématique, les résultats, ils étaient comparables avant ou après l'ère des anti-TNF. Il y avait des études qui étaient plus ou moins anciennes, et en fait, dans cette revue, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas d'impact sur le taux de rétablissement de continuité digestive, le taux de fermeture de stomie, qu'on soit avant ou après les anti-TNF. Cette étude de la Mayo Clinique de la Cleveland, qui avait enquêté aussi sur les lésions anopérinales de Crohn et les facteurs de risque de mise en stomie sur 138 malades. Elle a aussi regardé un petit peu l'ensemble des données de la littérature, et on retrouve un taux de fermeture de stomie aussi qui est faible. C'est plutôt 10-20%. Alors il y a certaines études les plus anciennes où on arrivait à monter ce taux, mais en fait, globalement, les études les plus récentes, c'est plus 20% des malades qui vont avoir leur stomie fermée secondairement. Dans l'étude de Gu que je vous présente là, c'était 22% des malades sur 138 patients. Avec encore une fois la moitié qui avait une prothectomie. On tombe sur les chiffres de la revue systématique de la Mayo que je vous ai montré tout à l'heure. Dans ce travail, ils ont étudié les facteurs de risque indépendants de stomie définitive. Et donc là, ce qui sort en premier de manière très très forte, avec un odds ratio à 7, c'est l'atteinte rectale associée qui résiste au traitement médical. Le fait d'avoir mis des cétons, et plus on met de cétons, plus on augmente le risque d'avoir une stomie définitive. Alors, ce n'est pas le fait de réaliser le geste de mettre un céton, mais ça, c'est juste un reflet de la sévérité et de la complexité de l'atteinte anopérinéale. Et dans cette étude, encore une fois, comme vous le voyez à droite sur ce schéma, il n'y avait pas de différence entre les patients qui avaient, sur le taux de fermeture de stomie, il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui étaient sous anti-TNF et les patients qui n'étaient pas sous anti-TNF. Alors là, on a quand même l'impression que ce n'est pas tout à fait la même courbe, et peut-être que c'est juste un défaut de puissance de l'étude. Cette étude, qui était l'étude Princeps, sur l'étude justement des facteurs de risque de stomie définitive dans les Crohn avec lésions anopérinéales, elle retrouve à peu près les mêmes éléments, les mêmes facteurs de risque. Une atteinte colorectale associée qui résiste au traitement, et puis un élément supplémentaire, c'est la sténose anale associée aux fistules. Si on regarde maintenant une étude qui s'est intéressée spécifiquement aux anti-TNF, étude rétrospective italienne, 233 malades, des patients à l'ère pré-anti-TNF et post-anti-TNF où finalement les atteintes associées, le type d'atteinte et l'indication pour la chirurgie et la mise en stomie étaient comparables dans les deux groupes. Et bien ça, c'est la seule étude qui montre de manière assez claire et en analyse multivariée que l'utilisation d'agents biologiques de type anti-TNF, c'est un facteur indépendant de préservation de la fonction anorectale. Donc ces patients-là qui sont sous anti-TNF, ils semblent quand même dans cette étude, même si je vous ai montré qu'il y avait des données un petit peu conflictuelles, mais c'est l'étude la mieux menée qui a été designée vraiment pour ça. Cette étude-là, elle montre que c'est quand même un facteur de protection de votre fonction anale, et donc on va éviter peut-être un peu plus les stomies définitives chez ces patients sous anti-TNF. Ce n'est pas le cas du traitement immunosuppresseur. Alors maintenant que je vous ai montré un peu les résultats de la stomie dans les labs, quelle stomie il faut mettre? Alors ça, c'est un tout petit peu moins clair. Le niveau de preuve dans la littérature, il est assez faible, mais on a quand même l'impression que quand on a une rectite réfractaire qui est associée aux lésions anopérinéales, faire une colostomie en enlevant juste le rectum, c'est pas terrible en fait. Alors cette étude, vous allez me dire, oui, c'est une étude rétrospective, 10 malades, ça ressemble quand même à un travail d'interne de premier semestre, oui, sauf qu'en fait,
il y a très très peu de données dans la littérature là-dessus et que c'est un centre expert, hein, puisque c'est l'équipe d'André Dor qui a étudié ce sujet. Ils avaient 9 récidives sur 10 colostomies avec des récidives péristomiales. Vous voyez que ça ne donne pas hyper envie d'avoir une colostomie avec ce type de récidive. Et donc, les auteurs préconisent avec quand même tout leur bagage d'expérience de centres vraiment ultra experts de la pathologie, de faire peut-être chez ces malades à qui on va envisager une stomie définitive, plus une coloprotectomie totale avec iléostomie, plutôt que d'enlever juste le rectum avec une colostomie d'amont. Les résultats de l'iléostomie, justement, pareil, on n'a pas beaucoup de données dans la littérature, un travail rétrospectif, moins de 100 malades, mais globalement, à 5 ans, quand vous enlevez tout le côlon et tout le rectum sur des lésions anopérinéales avec une atteinte colorectale associée, vous avez 50% des patients qui vont avoir une récidive clinique ou endoscopique et 30% des patients qui seront opérés dans les suites. Juste un petit mot, si vous enlevez le rectum, en fait, on a des données aujourd'hui pour dire qu'il vaut peut-être mieux enlever le mésorectum puisque la maladie de Crohn, en fait, elle n'est pas seulement intestinale, mais du fait de son caractère panpariétal, elle a un tropisme peut-être dans les mésos, dans le mésocolon, dans le mésorectum, et peut-être que pour mieux avoir une meilleure cicatrisation de vos lésions anopérinéales, il vaut peut-être mieux enlever le mésorectum avec le rectum. Les alternatives, il n'y en a pas. Une seule étude sur 15 malades qui montre qu'en fait, dans un tiers des cas, si vous essayez d'enlever la zone de sténose anale en traitant, si vos lésions anopérinéales sont quiescentes, on a des mauvais résultats. Et donc, en conclusion, je vous dirais que si à la question reste-t-il une place pour la stomie de dérivation dans les laps, la réponse, elle est oui, pour les lésions anopérinéales complexes, surtout si vous avez une sténose anale ou une atteinte rectale réfractaire associée, que la stomie provisoire, elle a un joli nom, mais en fait, son petit surnom, elle s'appelle définitive, parce que vous avez un patient sur 5 seulement qui verra sa stomie refermée, et probablement plutôt iléostomie que colostomie, si vous avez une rectite dans ce contexte. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, on a le temps pour 2 questions. Donc, la stomie de décharge, c'est un geste simple, destiné à soulager le patient. Donc, c'est une stomie latérale. Oui. Ce qui pose quand même parfois le problème de certaines, un peu une part du flux intestinal qui va dans ce segment qu'on était censé exclure. Et, donc, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de minimiser ça? Je ne suis pas chirurgien, moi. Alors, j'en ai pas parlé, c'est une excellente question, merci. Non, alors oui, la stomie, si on imagine que c'est une stomie de première intention provisoire, on va faire une stomie latérale. Donc, on va ouvrir le tuyau à la peau, il y aura 2 orifices, et effectivement, il y a des techniques d'éversion, de faire une espèce de petite boutonnière pour boucher un peu le trou d'aval. Idéalement, on peut essayer de mettre l'orifice d'amont vers le bas pour que quand le patient est debout, les selles tombent dans la poche et pas dans l'orifice d'en dessous. Donc ça, c'est le premier point, mais ça ne marche pas toujours très bien. Globalement, avec cette stomie latérale, on a des très bons résultats. On voit un 64% de rémission. Si on voit qu'il y a des selles qui passent en aval, malheureusement, parfois, on peut être amené à reprendre le malade et à faire un geste qui n'est pas très compliqué non plus, mais à faire une stomie terminalisée, c'est-à-dire qu'on va agrafer et couper, c'est important de le couper parce que souvent on a des reperméabilisations seulement si on agrafe, le segment d'aval qu'on va, c'est un peu technique, je m'excuse, mais qu'on va mettre sous la peau, qu'on va fixer à l'aponévrose juste au contact de la stomie. Ça, on ne le fait pas parce qu'on me dit pourquoi on ne le fait pas d'emblée, parce que c'est un petit peu ça. Parce que c'est une maladie fistulisante et qu'en fait, on a des soucis. Quand on laisse des segments agrafés comme ça dans le ventre ou même dans l'espace sous-cutané dans les maladies de Crohn, on a souvent des complications de fistules avec des fistules péristomiales qui sont très très compliquées à gérer derrière. Donc ça se fait seulement dans 2e intention. Ok. Bon. Puis après, si on enlève le côlon ou le rectum, c'est des stomies terminales. Le message, c'est que cette décision-là qu'on va prendre, parce que la situation est épouvantable et intenable pour le malade, cette stomie de décharge, ça ne peut être qu'une situation transitoire. C'est que derrière, il va falloir faire autre chose. Soit la terminaliser et enlever le segment d'aval, mais soit la refermer, parce qu'on va avoir un traitement médical fantastique qui va permettre, fantastique mais qui ne marche pas souvent, qui va permettre de passer le cap. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la matinée. Donc, on va se donner rendez-vous à 45 à peu près pour reprendre les ateliers. Donc, le déjeuner, ça se passe dans la salle où vous avez vu là-bas où il y a les stands des labos. Bon appétit, à tout à l'heure. Fim da picada, garrafa de cana, estilhaço na estrada, projeto